Le coup de tocsin. Et c'est le coup de tocsin avec Éric Donessé, spécialiste du renseignement, d'intelligence économique, directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Et on parle de la montée des risques de conflits au Moyen-Orient. Bonjour Éric Donessé. Bonjour Clémence. Alors il y a en effet beaucoup de scènes à forte tension au Moyen-Orient aujourd'hui. Oui, en effet, ça nous permet de nous éloigner un petit peu de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que le combat ne continue pas sur le front, mais la situation est en train d'empirer au Proche, au Moyen-Orient. La région menace de s'embraser. On va le voir, il y a des bombardements au Yémen, il y a des menaces avec l'Iran, il y a Gaza, il y a les opérations en Syrie. Donc tout ça est assez préoccupant. Et donc je pense qu'il faut regarder ces foyers de conflit un par un. Alors si on commence par États-Unis, Yémen, Iran Et Israël, parce que et finalement, Israël. ces quatre pays, ces quatre théâtres sont liés. Tout d'abord, les Américains ont bombardé plus de 50 fois en 2 semaines le Yémen, donc les bases des Houthis, du groupe Ansarallah. Bien sûr, l'affaire a été connue parce qu'il y a eu cette histoire un peu surprenante aux États-Unis du plan d'attaque diffusé par le logiciel Signal. A priori, je pense que l'enquête du Pentagone nous permettra de savoir d'où est venue cette suite. Hmm. Ces bombardements ne sont pas secrets, hein. Donald Trump, d'ailleurs, les commente lui-même sur Twitter en disant qu'il frappe les Houthis jour et nuit et qu'il ne cessera ces bombardements que lorsqu'ils ne constitueront plus une menace pour la liberté de navigation. Ce qui est plus préoccupant, c'est la manière finalement assez directe dont il menace l'Iran derrière, en disant que ce sont bien sûr les Iraniens sont les sponsors des Houthis, et derrière ça, très clairement, Trump est en train de préciser que sa vraie cible, c'est l'Iran et son programme nucléaire, avec une question finalement qui est centrale. Est-ce que le président américain est prêt à faire une guerre contre l'Iran pour l'empêcher d'avoir la bombe? Oui, on en a parlé récemment, en effet, il y a de fortes tensions de ce côté-là. Alors, si on se concentre sur États-Unis et Iran, justement, directement. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est que les Iraniens seraient en train d'arriver sur un seuil nucléaire, c'est-à-dire que leur programme nucléaire leur permettrait de fabriquer, a priori, des bombes dites atomiques. Vu qu'ils disposent de nombreux lanceurs, ça peut représenter une menace pour Israël et pour la région. Donc, à partir de ce moment-là, Trump fait monter la pression maximale contre Téhéran pour le faire plier. Les Américains ont déployé plusieurs bombardiers B-2 sur leur base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Ils ont déployé également 2 porte-avions dans le Golfe. Les négociations continuent. Il a été annoncé cette nuit que les 2 délégations devaient se rencontrer prochainement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si Téhéran ne cède pas? Est-ce que Ah oui. Trump va être confronté finalement à un dilemme un peu cornélien, c'est-à-dire où il perd la face, où il va aller doucement vers un conflit. Et ce qui ne manque pas d'être surprenant, c'est que ce président qui disait ne pas aimer la guerre, finalement, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, en a lancé une véritable avec le Yémen. Il a bien sûr essayé de calmer les choses en Ukraine. Et là, on est à 2 doigts de voir une nouvelle conflit potentiel se lancer sur l'Iran, en précisant que finalement ce n'est absolument pas une affaire gagnée pour les Américains. Un certain nombre d'exercices et de simulations ont montré que toute attaque contre l'Iran entraînerait un embrasement régional et probablement des destructions majeures, y compris pour la flotte américaine, car le régime iranien est prêt à tout s'il se sent en situation de menace existentielle. Ouais. D'ailleurs, l'ayatollah Khamenei a promis une riposte très ferme si le pays était bombardé. Oui, ça, on peut comprendre. Jusqu'à maintenant, quand même, on peut le rappeler, l'Iran avait fait preuve de mesure dans ses ripostes. Oui, parce qu'il n'a jamais déclenché de véritable action régionale. Il y a eu les échanges de frappes avec Israël, qui pour l'instant ont montré que le système israélien n'était pas hermétique. Le système iranien ne l'est pas non plus, évidemment. Oui, alors d'ailleurs, en France, on a réagi aussi sur ce sujet du Alors, il y a nucléaire. eu une réaction un peu surprenante côté français. Le ministre des Affaires étrangères a considéré que la confrontation militaire serait quasiment inévitable si Téhéran ne cédait pas. On ne voit pas bien pourquoi il vient jeter de l'huile sur le feu, mais finalement, ce n'est pas surprenant. En revanche, effectivement, il faut rappeler que nous avons toujours 2 de nos concitoyens qui sont retenus en otage en Iran et que, effectivement, il est, de ce point de vue, légitime que nous mettions un peu de pression. Et puis, parlant de ceux qui jettent de l'huile sur le feu, il faut dire que à côté des déclarations américaines, Netanyahou, plus belliciste que jamais, a déclaré à son tour que lui était prêt à frapper l'Iran si les Américains n'y allaient pas. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui est ressorti des discussions à la Maison-Blanche entre le chef de l'État hébreu et le président américain. Oui. Pardon, je sors un tout petit peu
des différentes scènes, mais pour avoir une question peut-être plus générale sur ce sujet de la bombe nucléaire, pourquoi, enfin, qui peut décider pourquoi ou pas un pays aurait le droit de se doter de cette bombe finalement? Comment ça marche en droit international? Vous posez la question, le droit international ne dit absolument rien sur le sujet. Comment dire, ce sont les Occidentaux et les membres du Conseil des Nations Unies qui peuvent très bien dire qu'effectivement, que tel ou tel État se voit doté d'une arme nucléaire représente un danger pour la sécurité mondiale. Mais il faut rappeler que les Américains ont essayé de nous empêcher, nous, Français, de développer notre propre arme nucléaire, ce que nous avons malgré tout réussi à faire, que les Israéliens ont développé eux-mêmes leur propre arme nucléaire en contravention et en, comment dire, et en mentant à tout le monde, Oui. y compris à nous Français qui les avons aidés. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Iran, c'est la question qu'on doit se poser. Je veux dire, de quel droit pouvons-nous interdire à un pays de se doter de l'arme nucléaire? En réalité, la question est un peu plus complexe parce que la crainte qu'ont tous les États, c'est que si l'Iran se dote effectivement de l'arme nucléaire, eh bien, ce sera une tentation pour les voisins, et notamment l'Arabie saoudite et quelques autres, d'essayer à leur tour de se Bien doter de sûr. l'arme nucléaire. Et là, ce serait une prolifération sans limite. Oui, c'est certain, mais bon, enfin, comment le limiter, c'est un autre sujet. Alors allons sur la situation à Gaza et en Israël. Rapidement sur Gaza, parce que malheureusement, ce sujet est au cœur de l'actualité. On sait qu'aujourd'hui, Israël poursuit une guerre absolument sans merci à Gaza, plus de 50 000 morts, et je dirais plus de 1 800 morts depuis 2 semaines que les Israéliens ont repris les frappes. C'est-à-dire que les Israéliens ont fait plus de morts en 2 semaines que le 7 octobre et les actes barbares dont ils ont été victimes. C'est en train d'atteindre des conséquences absolument dramatiques et d'ailleurs assez insupportables quand on voit l'événement des infirmiers et des ambulanciers du Croissant Rouge Oui. qui ont été victimes de l'attaque des forces spéciales israéliennes il y a quelques jours. Mais il faut aussi rappeler que cette fuite en avant a lieu parce que sur le plan intérieur, Netanyahou est de plus en plus la cible de révélations accablantes, non seulement ces affaires de corruption auxquelles il essaie d'échapper, le Qatar Gate, puisque plusieurs de ses conseillers sont accusés d'avoir touché de l'argent du Qatar qui lui-même finance le Hamas. Il se comporte en vrai petit dictateur, on l'a vu avec le renvoi du patron de la sécurité intérieure, puis de la procureure générale, et donc il est en train d'accroître la guerre tous azimuts pour échapper aux poursuites judiciaires. Et puis les tensions augmentent avec les voisins, la Syrie, la Turquie. Alors ça, c'est l'élément le plus nouveau. Effectivement, il est en train de se produire une forme d'affrontement feutré entre Israéliens et Turcs en Syrie, avec un accroissement des tensions. Alors il faut rappeler que la Turquie cherche à étendre bien sûr son influence sur tous les anciens pays qu'elle a contrôlés du temps de l'Empire ottoman, et la Syrie en faisait partie. Et la Turquie cherche notamment à sécuriser, à développer la base aérienne de Tias, que l'on appelle aussi la base aérienne T4, qui est au centre de la Syrie, et qui lui permettrait finalement d'installer des drones, des avions, des moyens antiaériens pour contrôler toute une partie du pays et mener un certain nombre de frappes sur ses adversaires, que ce soit l'État islamique, mais aussi les Kurdes. On sait aussi que les Turcs sont en train de négocier un accord de défense avec Damas. Tout ça, bien sûr, déplaît aux Israéliens, qui finalement, hostiles à cette évolution, ont intensifié leurs frappes aujourd'hui, enfin depuis une semaine, sur la Syrie. Donc les Israéliens, on l'a vu, frappent le Liban, ils frappent le Hamas, ils frappent maintenant la Syrie. Bien sûr, le ministre Damas a considéré que c'était une action injustifiée. Les Israéliens ont ciblé la fameuse base aérienne T4 occupée par les Russes et bien sûr des tas d'autres installations militaires syriennes pour éviter bien sûr que le nouveau régime puisse se réarmer contre l'État hébreu. En frappant la base T4, ils ont bien sûr tué un certain nombre de... Alors on ne sait pas si ce sont des ouvriers ou des militaires turcs. A priori, ce seraient 3 ingénieurs, mais l'information n'a pas été confirmée. Ce sont les frappes les plus importantes menées dans le pays par Tsahal depuis ces derniers mois, depuis le renversement de Bachar al-Assad. C'est un message très clair à l'intention de la Turquie. Oui. Alors, c'est intéressant parce que les Turcs, finalement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, ont remporté un grand nombre de victoires, mais contre des adversaires très faibles. Pour la première fois, ils ont face à eux un adversaire à leur niveau, même si on doit critiquer les deux pays sur leur politique en Syrie. Et ça intervient à un moment donné où, bien sûr, la Turquie est elle-même secouée par la contestation contre Erdogan. Voilà. Alors, on a vu le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, déclarer que la Turquie ne cherchait pas d'affrontement avec Israël et que tout ce qu'il faisait en Syrie était bien sûr lié à la lutte contre le terrorisme.
Néanmoins, ça c'est important, les Turcs se sont joints à la procédure internationale d'un grand nombre d'États devant la Cour pénale internationale pour accuser l'État hébreu de génocide à Gaza. Et en raison des excellentes relations entre la Turquie et l'OTAN, les Turcs se sont opposés à l'inclusion des Israéliens dans les prochains exercices de l'OTAN auxquels les forces de l'État hébreu devraient participer. Et donc, ça devait avoir lieu en Bulgarie. Et la Turquie a dit qu'elle maintiendrait son veto jusqu'au règlement de la question palestinienne. Ouais, donc un pas de côté quand même de la Turquie sur ce sujet-là par rapport à son alignement et ses alliances habituelles. Et alors justement, quelle est la réaction nationale peut-être de la Turquie sur le sujet? Alors, pour l'instant, on voit en Turquie que c'est d'abord le débat intérieur qui domine toute l'actualité. Il n'y a pas trop encore de réaction de l'opinion et des journalistes vis-à-vis d'Israël, parce que je pense que tout le monde est un petit peu surpris et dans l'expectative de voir comment les choses vont évoluer. Et on voit bien que les Turcs, d'un côté, disent qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'affrontement, mais de l'autre, utilisent un certain nombre de méthodes pour montrer aux Israéliens qui ne sont pas d'accord et qui ne baisseront pas les mains. Donc, on est pour l'instant, je dirais, la pièce de monnaie sur la tranche et espérons qu'elle tombera du bon côté. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Éric Denessé, je rappelle, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement, spécialiste de renseignement et d'intelligence économique, pour cet éclairage. En effet, on voit que c'est sous haute tension en ce moment et à suivre avec intérêt. Merci beaucoup, Éric Denessé. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.